Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyons. Au sommaire, un point tout d'abord sur la promotion et la production viticole dans la région avec la réouverture du caveau des vignerons à Mont-sur-Rôle. Et on se posera la question de savoir quelle place pour la femme dans le monde du travail ou encore en politique. Nous en discuterons avec nos deux invités à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Et puis, sans transition aucune, le Salon de l'Auto à Genève a ouvert ses portes, l'occasion d'aborder certaines nouveautés et de faire le point sur les dernières tendances en matière automobile et enfin de la culture avec notamment le lever de rideau sur la programmation du Caribana Festival. Je vous le disais à l'instant, le caveau des vignerons a rouvert ses portes à Mont-sur-Rôle pour la nouvelle saison et un magasin des vins y a été inauguré. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Jean-Daniel Muller. Bonjour. Oui, bonjour. Responsable du caveau, justement, avec nous également Luc Pellet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la promotion à Mont-sur-Rôle, de l'association, pour être plus précis, de l'association Promotion Mont-sur-Rôle. Tout à fait, oui. Et justement, avec le caveau, je commence avec vous, Jean-Daniel Muller. On va rappeler que c'est une tradition depuis 1971, si je ne dis pas de bêtises, où tous les vignerons se relaient les week-ends et les jours fériés. Oui, alors c'était créé en 71. Disons, si on fait un peu l'historique, ce caveau, c'est une protection civile. Et nos prédécesseurs ont désiré une protection civile utile. Donc, ils ont créé un caveau, une association des vignerons. Et à l'époque, il n'y avait qu'un vin présenté. On ne savait pas qui présentait ce vin. C'était un vin tiré au hasard. Et après, des années qui passent, on voulait présenter, chacun commence à faire sa bouteille, et ces bouteilles sont arrivées. Donc maintenant, on est 25 vignerons qui présenteront au minimum 2 vins par personne. Alors, donc, ce qui représente 50 vins. Est-ce que ce caveau, Jean-Daniel Muller, est une vitrine, ça va de soi, mais est-ce que c'est aussi une rentrée financière ? Alors, il s'autofinance déjà bien. On est, disons, fiers de ce caveau. C'est un outil de travail. On est quand même bien aidé par la commune. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était jusqu'à 10 000 cols par année qu'on arrivait à vendre. Aujourd'hui, ça a bien diminué. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui ont leur propre caveau. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas recevoir au-delà de 20 personnes. Donc c'est pour ça que le caveau il est encore d'actualité, parce qu'on peut recevoir jusqu'à 80 à 100 personnes. Et c'est un endroit aussi merveilleux parce qu'on a une terrasse, on a un coup d'œil, on voit tout le lac Léman. C'est quand même... un endroit idéal pour boire un petit coup. Voilà. Simplement. Oui. Même deux. Même deux, oui. Jean-Luc Pellet, on va rappeler, Mont-sur-Rôle, c'est quand même 250 hectares, grosso modo, de vignes. C'est au premier rang de l'appellation La Côte pour la région. Ça représente, au-delà de l'aspect culturel, aussi un aspect économique qui n'est pas négligeable. Oui, c'est un aspect économique important, effectivement, puisque c'est un grand lieu de production. Et puis, 250 hectares, ça fait une diversité de terroirs qui est assez impressionnante. Si on regarde dans le rétroviseur, comment vous voyez l'évolution, justement, des cépages et de l'appellation La Côte ? Alors, on parlait du caveau tout à l'heure, en 1971 à l'ouverture, on avait 95% de chasselas et puis quelques pinot gamay pour accompagner ça. Ça a bien changé. Aujourd'hui, l'encépagement a passablement changé. On reste quand même dans une région qui produit beaucoup de chasselas parce que je pense qu'on a un terroir qui correspond à ce cépage. Et derrière, on a planté pas mal de spécialités blanches et d'autres cépages rouges. Donc la diversité des vins de Mont-sur-Rôle aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on, justement, dans un magasin des vins, on les met tous, on se rend compte qu'il y en a énormément. Alors justement, le magasin des vins, c'est une nouveauté. Jean-Daniel Muller, à quoi ce magasin ressemble-t-il ? Il a été inauguré tout dernièrement. Oui, alors pour nous, ça ne change rien, parce que les vins, on les avait déjà, mais ils n'étaient pas exposés. Ils étaient dans les frigos, ils étaient au frais, donc le visuel, on ne l'avait pas. On regardait sur un catalogue, les gens regardaient ça. C'est-à-dire que maintenant, le visuel, il y a l'étiquette, il y a beaucoup de vignerons, des graphistes qui ont fait des belles étiquettes, donc il faut les mettre en valeur. On a inauguré ça, on a profité de l'ouverture du caveau pour inaugurer ça. C'est en attente de la Maison des Vins. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent le dimanche, parce que c'est ouvert le dimanche à 11h, qui viennent, et on va en visite, il nous faudrait une bouteille ou 2 bouteilles, puis ils passent vite prendre une bouteille. Ils ne dégustent pas forcément. Mais nous, qu'il y a du visuel, c'est un peu self-service, et puis le vigneron sera là pour le remettre en carton. C'est un plus, pour nous, c'est une belle vitrine. Et puis on est fiers de montrer nos beaux produits. Déjà visuellement, puis après, s'il a le temps, il peut le déguster. Naturellement. Voilà. Vous parliez à l'instant de la Maison des Vins. On y vient. En attendant, si vous êtes d'accord, Jean-Daniel Muller, je vous propose de nous servir, vous avez amené une bouteille, nous servir ces 3 verres. Et en attendant, je discute avec Luc Pellet sur justement cette Maison des Vins.
On va rappeler les contours du projet, c'est quelque chose qui est très attendu. On connaît à quoi va ressembler cette maison des vins. À quoi va-t-elle servir ? Alors, la Maison des Vins, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment une vitrine pour tous les vins de la côte. Je crois que ça manque une unité et un lieu dans lequel les vignerons se reconnaissent. Il y a une grande attente à ce sujet-là. Il y a une grande attente à ce sujet-là. Ça a été long jusqu'à ce qu'on arrive à créer le buzz, à ce que les vignerons adhèrent au projet, mais aujourd'hui, c'est sur les rails. Je pense que le fait qu'on ait un projet architectural, puisqu'on a fait un concours, et puis à l'issue de ce concours, on a à l'unanimité du jury dont je faisais partie, sorti un projet qui convient vraiment à tout le monde. On a vraiment un truc qui s'inscrit dans ce territoire de manière sexy, on va dire. Ça fait envie. Où en est le financement aujourd'hui ? Alors le financement, c'est la partie dans laquelle on est en plein maintenant, puisque j'ai signé lundi le dossier PDRA, Projet de développement régional agricole, qui devrait nous déclencher des subventions du canton et de la Confédération. Donc le dossier, il est maintenant au service de l'agriculture. Le financement régional, il y a des choses qui sont en cours, puisqu'il y aura au prochain conseil du conseil régional, au prochain conseil intercommunal, un préavis pour des jeunes petites tranches de financement pour nous permettre d'avoir des liquidités. Et puis, on est en plein dans le travail de recherche de fonds, parce qu'on va devoir aussi rechercher des fonds privés. Vous avez déjà des retours des investisseurs privés potentiels ? Comment le projet est accueilli ? Alors, ça, c'est une phase qui débute maintenant. Donc vous partez avec votre bâton de pèlerin ? On va partir avec notre bâton. Oui. On attendait surtout d'avoir un dossier bien ficelé et puis de coordonner un petit peu une politique pour faire ce pas-là, parce qu'on ne pouvait pas lancer des appels à gauche, à droite sans coordonner un petit peu les choses. Mais dès aujourd'hui, on cherche des partenaires. Et si tout va bien, l'ouverture de cette Maison des Vins est prévue dans 2 ans, 2019. Voilà, c'est ce qu'on a dans le calendrier. C'est un calendrier, je dirais, optimiste, mais si on n'avait pas été optimiste, on n'aurait jamais fait ce projet. Donc évidemment. J'espère qu'on tiendra le calendrier. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Allez, on va déguster ce vin à présent. Jean-Daniel Muller, un mot sur ce vin, c'est le vôtre ? Non, ça, c'est le vin de M. Pellet. Ah voilà. C'est un chasselas. C'est en 2015, donc le 2015, pour qu'il se rappelle, c'était une année assez extraordinaire, assez chaude. C'est vraiment un chasselas très typé, très fruité. Vous nous faites la dégustation et vous nous dites quelles sont ses particularités. Il y a déjà une belle robe. Oui, alors, c'est vrai que quand on déguste déjà avec l'œil, hein, voir un peu l'alcool qu'il y a. Là, au nez, les arômes, un petit peu tilleul, un peu fruits, miel, c'est très tendre. Hein. C'est doux, oui. C'est doux. Et après, on le prend en bouche. Et puis pour une eau initiée, il faut le mâcher pendant 30 secondes parce que vous avez des papilles gustatives qui se développent derrière. Puis après, bon, vous le recachez à l'intérieur, si possible. Si possible. Maintenant, en l'occurrence, si vous faisiez semblant de goûter un vin, vous savez comment. Dans l'art et la manière, il faut le faire. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai envie d'un saucisson, du coup, avec ce verre de vin. On regardera ça tout à l'heure. Messieurs, un grand merci au caveau, justement. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. Bonne chance pour cette recherche de fonds actuellement. C'est une phase sensible, justement, du projet. Et on vous souhaite tout le meilleur. Messieurs, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Et un point à présent sur les élections cantonales vaudoises, sans le verre de vin naturellement, c'est du sérieux la politique avec le PS du district de Nyon qui a lancé cette semaine sa campagne pour le Grand Conseil des socialistes qui, comme les autres listes naturellement, entendent conquérir le 19e siège alloué à notre arrondissement. Rodolphe Henner. Alors notre campagne sera axée sur des thématiques qui sont chères au Parti socialiste, notamment l'emploi, le service public, le logement, les questions migration, culturelle, santé, sociale. C'est des thèmes sur lesquels nous sommes actifs depuis plusieurs années et nous allons continuer de l'être lors de la prochaine législature. Pour la région, évidemment, il y a la question du logement qui est centrale, la question des emplois, la question de la formation, mais aussi des services publics avec tous les postes qui sont menacés, qu'on pense qu'on doit défendre pour garder un service public de proximité. Vous avez 4 sièges, vous en voulez 5 puisqu'il y en a un 19e disponible dans le district de Nyon. Est-ce que c'est envisageable pour les socialistes ? C'est plus qu'envisageable, c'est souhaitable pour la population vaudoise, la population de nos districts. Il y a beaucoup de choses à défendre, des moyens à mettre dans bien des politiques publiques, formation, logement, emploi, égalité.
Et c'est avec ces sièges en plus du côté socialiste, du côté des sensibilités de gauche, qu'on va pouvoir arriver à ces ambitions. Au-delà du maintien de la majorité au Conseil d'État vaudois qu'on a actuellement, notre but c'est de se renforcer au Grand Conseil, parce que sans une forte présence au Grand Conseil, on n'arrive pas à assurer les compromis dynamiques qu'on a réussi à créer au niveau du Conseil d'État. Quelle sera la position socialiste vis-à-vis du développement économique ? Alors le développement économique est nécessaire, mais il doit s'inscrire dans la durabilité et dans le respect de certaines normes, notamment dans le respect des travailleurs. Et là, je pense tout particulièrement aux problématiques des licenciements collectifs que notre district a connues ces dernières années. Est-ce une idée reçue de dire qu'il n'y a pas de gauche ni de socialistes dans les petits villages vaudois de l'ouest du canton ? Non, je pense qu'il y a des socialistes, simplement c'est pas des régions qui ont l'habitude d'être politisées. Les communes sont souvent composées d'ententes communales, ce qui fait que les personnes ont du mal à se positionner, ont un petit peu crainte de montrer leur opinion politique. Mais néanmoins, quand on a les votations, les voix dans les urnes, malgré tout, des projets de gauche passent également dans nos régions. Vous êtes la tête de liste. Vous avez été candidat à la primaire socialiste pour le Conseil d'État. Vous avez acquis une visibilité. Alors, votre arrondissement, c'est le district de Nyon, mais enfin, il se passe quelque chose avec votre image. Maintenant, il faut tirer cette liste. Non, il ne faut pas seulement la tirer, il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on tire tous à la même corde. C'est vrai que moi je peux encourager, j'ai de l'expérience, il y a depuis un moment que je suis députée. Donc voilà, je me mets très volontiers à disposition de tout le monde pour qu'on fasse le mieux possible ensemble. Mercredi était la journée internationale des femmes, l'occasion de parler parité et de la place de la gente féminine dans notre société en compagnie de nos invités, à commencer par Mandy de Ferrare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la communication à Uniglobal Union, la Fédération syndicale internationale à la section égalité des chances. Avec nous également Chantal Turin. Bonjour. À vous. Bonjour. Préfète du district de Nyon. Une première chose, Madame Turin, on rappellera que les préfets dans le canton de Vaud, sauf erreur, sont nommés par le Conseil d'État. Quel est le travail au quotidien d'un préfet ? Alors, le préfet, au départ, c'est ce qu'on appelle les lieutenants du Conseil d'État. C'est-à-dire que c'est les représentants du Conseil d'État au niveau du district, de chacun des 10 districts du canton. Et notre tâche est d'abord une surveillance au niveau des communes et un lien avec les communes, les autorités communales. Mais aussi, nous avons toute une partie de notre activité qui concerne la conciliation en matière de baux à loyer et aussi une matière pénale pour les infractions à la loi sur la circulation routière. Et parmi les préfets, les femmes sont rares en politique. D'ailleurs, en général, on y reviendra dans quelques instants. Mandy de Ferrare, je disais, vous êtes à la section égalité des chances. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, à travers le monde, mais même en Suisse, on en est loin de cette égalité des chances. C'est exact. C'est pour ça qu'on mène plusieurs campagnes Depuis 2013, on en a lancé une pour former des femmes leaders, en fait, sous forme de mentoring. Et on a une autre campagne qui est menée maintenant pour qu'il y ait 44% de femmes dans tous les comités, en fait, de prise de décision. Je vous pose la question, même si j'imagine, venant d'un syndicat, ça semble évident, mais le quota, on parle dans certains, même en Suisse, on parle d'inscrire des quotas au niveau des conseils d'administration, même au niveau des parlements. Certains pays nordiques, notamment, ont mis en place cela. J'imagine que vous êtes favorable à ces quotas ? Ah oui, bien sûr. Et qu'en est-il de la politicienne Chantal Turin ? Est-ce que des quotas, d'un côté sur le plan économique et l'autre sur le plan politique, à savoir 30% de présence féminine dans les conseils d'administration des entreprises cotées en bourse, et quelque chose d'équivalent dans les parlements au niveau fédéral déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Alors écoutez, je ne sais pas si la notion de quota est vraiment quelque chose de nécessaire. Je pense que c'est bien qu'il y ait des vocations, qu'elles soient féminines ou masculines, et que chacun puisse trouver sa place. Maintenant, on voit qu'il y a une bonne évolution au niveau de la femme. Alors, pas encore assez, ça c'est clair. Si je prends au niveau du corps préfectoral, nous avons la chance justement d'être à parité, puisque nous sommes 7 dames et 7 messieurs au niveau du corps préfectoral, ce qui est très bien, ce qui est rare, mais ce qui est très bien. Et on voit par contre une évolution au niveau de la politique communale qui a de la peine à évoluer. On a à peu près 20% de représentantes au niveau des syndicatures et à peu près 27%. Donc on arrive presque aux 30% au niveau des municipalités, ce qui est déjà un bien.
Monique de Ferrare, quels sont les moyens, d'après vous, à mettre en œuvre pour limiter cette disparité entre hommes et femmes? On prend par exemple les salaires, on voit qu'aujourd'hui en Suisse, on est à près de 20% de différence de salaire pour des compétences égales. Je pense qu'il faut déjà arrêter les clichés, parce qu'on catégorise trop les femmes et les hommes, en fait. Et pourtant, je trouve pas ça normal qu'il y ait des différences de salaire alors qu'on effectue exactement les mêmes tâches, pour certains. Et en plus, on veut nous mettre la retraite plus tard alors qu'on est payé moins cher. Alors comment lutter contre ces préjugés, justement? Nous, la campagne qu'on a mis en place, la campagne C'est pourquoi. En fait, le but, c'est que des femmes qui ont des compétences spécifiques et la connaissance, elles se mettent comme mentors pour des autres femmes qui auraient besoin de ces compétences pour exceller dans le boulot, en fait, et qui ensuite pourraient à leur tour devenir leaders et former de nouveau d'autres femmes. Alors justement, cet aspect-là, Chantal Turin, vous parliez de vocation. On voit que par exemple certaines écoles, comme l'EPFL, par exemple, ont mené des actions pour avoir plus de femmes étudiantes. Et ça a bien marché, il y a une évolution, même si on est loin de la parité encore à l'EPFL. C'est le travail de femmes comme vous, de montrer que c'est possible, on peut y arriver par l'exemple. Alors, je pense que oui, c'est toujours très utile, mais je pense que ce n'est pas aussi le travail que des femmes. Je pense que c'est aussi un travail au niveau des hommes, de pouvoir encourager la gente féminine à se présenter au niveau politique. Après, j'ai un peu l'impression aussi que des fois que les femmes se sous-estiment un petit peu, donc c'est aussi une question de confiance. Donc c'est pour ça que je dis que c'est aussi un travail au niveau des hommes, de pouvoir justement donner confiance à des femmes et leur montrer qu'elles sont aussi capables et qu'elles peuvent aussi prendre des positions au niveau politique. Il y a un élément que me rappelait Rodolphe Henner, que vous retrouvez tout à l'heure pour le débat, concernant la place des femmes dans les exécutifs communaux notamment. Il me disait qu'il y a une majorité d'entre elles qui se retrouvent avec des dicastères, comme les écoles par exemple, voire le social. On catégorise encore, même si les femmes arrivent à percer ce plafond de verre, on les catégorise encore toujours, on les verrait moins par exemple à la sécurité qu'aux écoles. Alors on voit que ça évolue aussi. C'est vrai qu'il y avait toute une période où vraiment c'était chaque fois les femmes qui étaient à tout ce qui était scolaire, par exemple, ou social. Maintenant, on voit aussi dans certaines communes des femmes qui sont responsables de la police des constructions ou des bâtiments. Donc il y a une évolution qui se fait, mais peut-être lente, on va dire. Il faut s'armer de patience, c'est ce que vous nous dites ? Je pense qu'il faut s'armer de patience et je pense que il faut communiquer, il faut de nouveau laisser la place à chacun où elle doit être. On a des personnes, on a peut-être des juristes, on a peut-être des architectes, femmes architectes qui sont là, donc qui peuvent prendre d'autres dicastères, ou bien quelqu'un aussi qui a fait des études par rapport aux canalisations ou aux routes. Donc je crois vraiment qu'il faut pouvoir mettre les gens au bon endroit. Mais ça prendra du temps. Monique de Ferrare, une dernière chose avant de se quitter. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui aux femmes et un autre aux hommes, quel est ce message que vous aimeriez faire passer ? Moi, je pense qu'il faut... On demande un pied d'égalité, c'est clair. Après, il faut faire la part des choses. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être égal pour tout. Et je pense qu'il faudrait déjà arrêter de prendre au pied les médias. Quand on voit que toutes les pubs de ménage, c'est fait avec des femmes, etc. Je pense que ça a quand même beaucoup d'impact, en fait. Et puis qu'il faudrait essayer de passer au-dessus de ça. Puis qu'il y ait plus de femmes qui deviennent leaders en Suisse. Et c'est tout ce que l'on espère naturellement. Monique de Ferrare et Chantal Turin, merci beaucoup pour votre présence. Bonne continuation à toutes les deux pour la suite. À bientôt. Merci. Merci. Je vous l'évoquais dans les titres, le Salon international de l'automobile de Genève a ouvert ses portes ce jeudi au public à Genève. Donc, et parmi les nombreux événements organisés en marge de la manifestation, Florian Cavalleri s'est intéressé à la marque horlogère TAG Heuer qui entend percer dans l'univers du jeu électronique lié au sport automobile. Depuis les années 60, depuis le début des années 60, TAG Heuer a toujours été lié au sport automobile. TAG Heuer était même le premier sponsor du sport automobile. Et donc nous avons un énorme héritage, nous avons une sorte d'ADN qui comporte le sport automobile. Si le virtuel veut être la copie du réel, il fallait que TAG Heuer soit présent puisque nous sommes présents dans la réalité. Donc il fallait aussi être présent dans la virtualité. Et c'est ce qu'on présente aujourd'hui, c'est notre partenariat, notre présence, notre rôle de chronométreur dans ce nouveau jeu qui s'appelle Gran Turismo, qui est un jeu appelé
à avoir un énorme futur. C'est un jeu qui aura aussi le soutien de la FIA, la Fédération internationale automobile. C'est un jeu qui organisera un championnat du monde ouvert à tous. C'est un jeu qui est tout à fait dans l'esprit du XXIe siècle et qui intéresse surtout la nouvelle génération du XXIe siècle, génération que nous souhaitons, avec laquelle on souhaite déjà communiquer nous maintenant, qu'on souhaite aussi séduire et qu'on souhaite faire rêver. Pourquoi avoir choisi le salon de l'auto à Genève et pas une grande messe des jeux vidéo par exemple? Parce que dans une grande messe des jeux vidéo, vous êtes un parmi tant d'autres. Et au salon automobile, qui est un salon de la réalité, quand vous amenez le jeu virtuel, vous êtes seul. Il n'y a personne. Il y a des conférences de presse dans chaque stand au salon automobile. Donc je pense qu'il doit y avoir 500 conférences de presse. Il n'y en a qu'une qui parle des jeux, c'est nous. Comment sont passés les premiers contacts avec les créateurs du jeu? Excellent, nous avons entamé les premiers contacts le 25 septembre. Et le 15 novembre, on a signé. Donc vous voyez, depuis le premier contact du 25 septembre jusqu'à la présentation mondiale du 8 mars, il s'est écoulé 6 mois, même pas. Et en 6 mois, on a passé d'un projet à une réalité. Est-ce que vous avez une anecdote qui illustre ce partenariat? Les gens disaient, ouais mais on est déjà dans le réel. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller dans du jeu, puisqu'on est déjà dans la Formule 1, on est déjà dans la voiture électrique. On est déjà sponsor de Red Bull, on a déjà des pilotes. Qu'est-ce que vous allez dans un jeu? Un jeu, c'est pour les enfants. Et les gens n'avaient pas tout de suite compris le futur de ce jeu. Ce jeu était aussi un phénomène social. C'est un phénomène où on peut partager tous le même circuit, on peut comparer les temps. C'est vraiment le jeu du futur. Et ça, c'est peut-être l'anecdote, c'est de voir combien de gens étaient sceptiques, mais en 6 mois, combien de gens sont devenus enthousiastes. Plus de 900 voitures et 148 premières mondiales et européennes sont présentées au grand public à Genève. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Speicher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de vente chez Audi AMAG Nyon. Exactement. Alors, l'automobile, c'est votre métier. J'imagine que c'est, j'espère en tout cas, aussi votre passion. Oui, exactement. C'est le cas. Quel regard vous portez sur l'évolution? On est à un virage très important de l'automobile. On parle évidemment des voitures écologiques, des voitures vertes, électriques, mais aussi de plus en plus des voitures autonomes. Vous voyez ça avec des étoiles dans les yeux? On voit ça. Il y a une très grande évolution aujourd'hui au niveau de l'automobile. On en parle surtout sur la digitalisation, sur les économies d'énergie, les voitures vertes. On sent de la part déjà du constructeur Audi qu'on tend vers cette tendance-là, en fait, où les voitures sont de plus en plus autonomes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de voitures entièrement autonomes, ça va arriver dans quelques années, mais également c'est une tendance vers les économies d'énergie et les énergies vertes. Mais c'est une tendance lourde que l'on voit sur absolument toutes les marques. On peut le constater d'ailleurs au Salon de l'Automobile à Genève. J'imagine du coup que les clients qui viennent vous voir chez vous, avec l'expérience que vous avez, leur exigence change. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Ils sont plus pointueux sur certains aspects? Exactement. Aujourd'hui, les gens sont très pointueux, surtout sur la façon dont une voiture ça pollue, mais la façon dont ils vont l'utiliser au mieux pour polluer le moins. Donc il y a une attention très grande sur l'impact environnemental. Exactement. Le côté gadget, de dire je ne veux pas seulement une voiture qui me conduise d'un point A à un point B, le confort naturellement. À quel point vont les demandes de dire je veux telle nouveauté que j'ai vu passer par les publicités ou chez telle ou telle marque? Aujourd'hui, on a une très grande palette de clients. Il y a toujours des clients qui ne sont pas adeptes de toutes ces options-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'exigence est de plus en plus pointue en termes, comme je disais, de digitalisation, d'aide à la conduite. Aujourd'hui, c'est des aides à la conduite dont on parle, qu'on peut avoir sur certains véhicules. Et tout cela tend vers les voitures autonomes. On évoquait la journée internationale des femmes avec nos invités précédemment. On a l'image d'un monde qui est un monde exclusivement masculin. C'est totalement faux. Il y a beaucoup de femmes qui viennent dans les succursales, chez vous notamment, pour acheter des voitures. Elles sont plus exigeantes que les hommes?
Ou c'est un préjugé, justement? Non, pas du tout. Tout le monde est exigeant. Quand on dépense une certaine somme d'argent, bien sûr, on a le droit d'avoir ses exigences. Il y a des hommes comme des femmes qui viennent. Et même nous, aujourd'hui, dans notre concession, on a une conseillère de vente. Donc, tout le monde fait son métier à part égale. Ce n'est pas un univers entièrement masculin. Non, une dernière chose, Julien Speicher, vous évoquiez l'attention particulière des clients sur l'aspect environnemental. Il y a eu ce scandale Volkswagen avec les moteurs diesel truqués. On sait qu'il y a une plainte qui est en cours envers AMAG, qui gère justement les ventes Volkswagen ici en Suisse. Alors, vous n'êtes pas un représentant de Volkswagen, mais travaillant chez AMAG, est-ce que vous ressentez un impact de la part de la clientèle, peut-être une méfiance vis-à-vis des marques que détient AMAG? Il est vrai que quand le scandale a éclaté, on a eu une très forte baisse de l'activité. Il y a eu une méfiance. On a dû rassurer les clients. Aujourd'hui, on est toujours en train de rassurer les clients. Voilà, c'est un scandale. On ne peut qu'en être désolé, mais c'est vrai que c'est un scandale où même nous-mêmes, nous avons été floutés là-dedans. Donc, au mieux, ce qu'on puisse faire, c'est rassurer le client et puis lui donner toutes les bonnes informations et l'aider dans ses démarches. Une toute dernière chose, Julien Speicher, comment se porte aujourd'hui le marché de l'automobile chez AMAG Audi? Est-ce que les ventes se portent bien? Les ventes se portent bien, oui. Et on est ravis pour vous. À voir votre sourire, c'est bien le cas. Merci beaucoup, Julien Speicher. Avec plaisir. À bientôt. On ouvre à présent une page culture avec tout d'abord le Caribana Festival qui lève le voile sur son édition en 2017. Sa programmation a été présentée ce jeudi. Florian Cavalleri et Greg Barnil étaient présents à la conférence de presse des organisateurs. Et le Caribana Festival, c'est toujours ce cocktail de rock, de punk, de revival, d'électro. Et bien sûr, on retourne aux sources. Le Caribana, c'est aussi des rythmes tropicaux. Tony Lerge, vous êtes le directeur du Caribana Festival. Parlez-nous de ces thématiques que l'on découvre jour après jour. Oui, on sait qu'il faut être très consistant maintenant dans les programmations. Depuis plusieurs années, on voit que les soirées vraiment à thème marchent beaucoup mieux que les soirées où c'est un peu tout mélangé, sauf notre samedi. Mais là, on va vraiment commencer avec une soirée qui nous tenait à cœur, c'est de mettre de la pêche dès le début. Donc le mercredi va partir très fort avec du rock, du métal, du punk, un peu de tout et des groupes très à la mode, je dirais. Jeudi, on sera beaucoup plus pour mon âge, je dirais. Et le mien? Ouais, je suis pas sûr, mais donc on va une soirée plus conceptuelle sur du revival qu'on a déjà annoncé, qui se vend très bien et qui fait plaisir à beaucoup de monde. On pourra mettre un groupe d'ailleurs suisse sur la grande scène que tout le monde va se réjouir de revoir, qui est le Beau-Lac de Bâle, je l'ai dit vite en passant. Et le vendredi, alors là, on a vu que l'année passée, on avait commencé avec des soirées un peu électro. Ça avait vraiment bien marché. Cette année, on va vraiment faire de l'électro live. Et puis le samedi, alors là, on va rester vraiment sur notre thématique historique. On va revenir, je dirais, encore plus sur nos îles, sur la musique, sur le reggae, sur la soul, sur la R&B. Il reste encore une dizaine d'artistes annoncés et parmi eux, un candidat à une élection présidentielle. Joanne Lugens, vous êtes la directrice de la production. Parlez-nous de ce candidat. Alors, on a le plaisir d'accueillir Wyclef Jean, qui vient de Haïti et qui s'est présenté comme président l'année passée. Donc ça tombe bien, comme vous dites, dans cette période d'élection, c'est parfait. Voilà, une élection tout en musique, mais il n'y aura pas que lui. Il y a aussi, vous l'avez annoncé, Tony, des stars locales, c'est le Beau-Lac de Bâle, mais il n'y aura pas que. Non, alors on aura beaucoup de stars qu'on n'a pas annoncées jusqu'à présent. Par exemple, le vendredi, dans la soirée électro, on aura Klingande. Yeah. On aura Madéon, on aura Grammatique. C'est une belle affiche. Ça sera une soirée vraiment très
électro pour les jeunes. Je pense qu'ils vont en avoir pour leur compte, donc c'est bien. On a aussi le dimanche Big Flo et Oli pour la journée du dimanche qui est très famille, très jeune. On a vu que ça marchait bien. On a vraiment étoffé la programmation. Je pense qu'on offre au public une super programme. Ben voilà, ça c'est les nouveaux groupes qui se rajoutent à l'affiche déjà dévoilée avec Sum 41, Roger Hodgson de Supertramp ou encore de Foreigner. Exactement, et tout ce petit monde se retrouve sur la plage de Cran-Pressé-Ligny du 7 au 11 juin prochain. Voilà pour cette belle programmation. Encore un mot sur des questions de relations avec les communes. Comment les organisateurs travaillent-ils avec la commune de Cran-Pressé-Ligny? Les rapports sont-ils bons? Et enfin, quelques infos pratiques à se mettre sous la dent. La nouveauté, ça sera vraiment les ampoules LED. Ça sera peut-être moins visible pour le public, mais ça nous permettra d'être encore plus éco-compatibles, je dirais. Et on est très content de cet effort qui est fait par toutes les équipes. Ça a l'air très simple de le dire comme ça devant une caméra, mais autrement, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail et de reprise en main de certaines équipes, des fois, qui ont de la peine à se mettre dans ce mode. Mais ça nous fait plaisir et c'est vraiment une vocation qu'on a maintenant. Oui, la décoration, notamment avec ce magnifique arbre qui est au milieu du terrain, qui sera entièrement éclairé. Tony, est-ce qu'on peut dire que les relations entre la commune et le festival qui ont été un petit peu tendues par moments, eh bien que désormais les derniers nuages se sont enlevés et que le soleil brille dans ce mariage heureux? Oui, je crois qu'on a essayé vraiment de faire ce qu'on nous demandait aussi au niveau de la région. On travaille beaucoup avec la police de Nyon, on a en très bon accord et je dirais que tout ça maintenant est en train de fructifier et on voit les résultats. On a réussi à signer notre convention avec 2 mois et demi d'avance, ce qui est un record. Et tout le monde était au beau fixe. La dernière séance s'est passée très vite avec la commune, peu de discussions, donc c'est très bon signe et je crois qu'on est très content de notre travail avec la municipalité de Cran et on va vraiment vers des belles années. Pour son 3e événement de la saison, l'Élastique Citrique organise une soirée dédiée exclusivement aux arts du cirque. Ça a lieu le 18 mars à 19h. On en parle avec nos 2 invités. Tout d'abord, Nini Pitou, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice et metteur en scène. Et avec nous, nul autre que votre fille, Juliette Pitou. Bonjour. Bonjour. Artiste et enseignante à l'Élastique Citrique. Donc, un mot sur cette soirée. On rappellera le lieu déjà. C'est à l'Élastique Citrique à Nyon, donc vers le parking Pertan. Le 18 mars à 19h avec, dans la soirée de grands événements, d'abord le spectacle Tempo et puis ensuite la scène ouverte. Le spectacle Tempo tout d'abord, qu'est-ce qu'on pourra voir et découvrir? Alors le spectacle Tempo, on a un groupe spectacle en fait qui viennent s'entraîner 2 fois par semaine, qui sont composés de jeunes qui ont entre 9 et on va dire 19 ans et accompagnés par des adultes. Donc ça fait depuis le mois de septembre qu'on est au travail, 2 fois par semaine, des week-ends, etc. Et c'est un spectacle qui va justement parler du tempo en général, voilà. Le rythme, l'âge, le temps, par exemple. Exactement. Tout ce qui va avec. Alors ça, sera pour la première fois joué à l'intérieur, oui. le 18 mars. Et puis après, ce sera visible en version rue. Donc dans la rue, simplement, ce sera du 10 au 15 juillet, en plein été. Dans tout le district de Nyon, vous allez un peu... faire une tournée, justement, dans le district. Donc on parlait là du spectacle Tempo. On voit ici d'ailleurs des images de la répétition. Et puis, un peu plus tard, il y a la scène ouverte du cirque. Nini, qu'est-ce que c'est que cette scène ouverte? Alors, la scène ouverte, c'est donc notre 3e événement cette année. Ça nous est déjà arrivé de faire des scènes ouvertes de cirque. On a eu donc cette année un bal, on a eu une scène ouverte à toute forme d'art, libre comme l'art. Et maintenant, on va revenir à notre sujet principal qui est le cirque, donc ce qui se passe à la caserne. Et donc, on présente Tempo, fruit des élèves plus avancés du cirque, de chez nous. Et on avait l'envie aussi de mélanger des amateurs qui sont acharnés, on va dire, et avec des professionnels, c'est-à-dire c'est soit il y a quelques anciens élèves du cirque qui sont plus tard devenus professionnels, et aussi des amis et des artistes qu'on connaît. Voilà. Et donc de faire une espèce de soirée de gala vraiment où on voit au début Tempo, l'apprentissage à la limite des techniques de cirque et à quoi ça peut mener. Et on précisera que le spectacle Tempo et la scène ouverte
sont gratuits pour les moins de 5 ans. Donc les petits vont pouvoir en avoir plein les yeux justement pour ce monde qui fascine cet univers. Comment vous êtes arrivé dans cet univers justement, Nini? Alors nous, on y est arrivé un petit peu, je dirais par hasard. Nous, c'est qui? Je dirais que c'est François et moi, donc on est les fondateurs aussi de ce cirque. Et je l'ai déjà souvent dit, mais souvent ça commence avec une histoire d'amour, toutes les histoires de cirque, même pas que les histoires de cirque d'ailleurs. Et donc c'est François surtout qui aimait le monde du cirque. Moi, je suis céramiste de métier et je faisais de la danse aussi. Et voilà, petit à petit, lui, il a fait ça à l'école, il était prof de gym. Il y a plein d'élèves à Nyon qui le connaissent. Et voilà, ça s'est fait un petit peu insidieusement. Ça nous a permis aussi de faire ça en famille, c'est-à-dire qu'on a mis ça ensemble. Et tout de suite, parce que ça doit être dans notre caractère, ça a attiré d'autres gens et c'est quelque chose qui a grandi gentiment. Au fil du temps. Et aujourd'hui, on en est là où on est aujourd'hui. Il y a combien de gens qui sont dans cette école aujourd'hui? Alors, d'élèves réguliers, il y en a à peu près 350. Bon, c'est une grande tranche d'enfants et d'adultes aussi, quand même majoritairement des enfants. Et ensuite, il y a plein de choses qui s'y passent. Nous, on aime bien imaginer que le cirque, c'est un reflet de la vie. C'est pas que des techniques de cirque, mais que c'est un lieu... C'est pour ça que la caserne est devenue plutôt un lieu de vie, en fait. Juliette, alors on le comprend bien, vous êtes tombée là-dedans toute petite. Vous avez été un peu forcée par vos parents, quand même? Complètement. Bah oui. Forcément. J'aimerais bien qu'on m'en sorte. Non, c'est pas vrai. Oui, j'ai aussi 2 grands frères qui sont professionnels également. Et c'est vrai qu'au départ, je pense qu'on a un peu suivi l'histoire sans vraiment savoir où ça allait nous mener. On a les 3 on a un métier complètement différent, on va dire, de base. On a fait des apprentissages, etc. Quel est le vôtre, par exemple? De commerce, voilà, bêtement. Et puis, on est quand même tous revenus vers le cirque et on en vit maintenant. Concrètement, quelle est votre discipline? Le tissu aérien. Le tissu aérien, c'est voilà. magnifique. Que vous pourrez voir le 18 mars. Et ben voilà, le rendez-vous est pris. 18 mars, on le rappelle, donc ça commence à 19h, avec donc la performance de Juliette, on l'a appris à l'instant, le spectacle Tempo et la scène ouverte de cirque. Mesdames, merci beaucoup pour votre présence et puis bonne chance pour cette soirée du 18 mars. À bientôt. Merci beaucoup. Et enfin, avant de terminer, un mot sur le château de Coppet qui accueille dès ce printemps une série d'événements et de créations théâtrales à l'occasion du 200e anniversaire de la disparition de Germaine de Stel. Madame de Stel qui a marqué de son empreinte l'histoire de France et, on ne le sait peut-être pas assez, celle de Coppet également. Parmi les participants à cet événement commémorant celle qui a fait trembler jusqu'à Napoléon, Brigitte Fosset et Marc Bonan. Raphaël Denner. Il y a 200 ans, un 14 juillet 1817, Germaine de Stel, opposante déclarée à Napoléon, tirait sa révérence. Cet anniversaire, la fondation d'Aussonville pour le rayonnement de l'esprit de Coppet a choisi de le fêter en grande pompe. En avril d'abord, où sera donnée la pièce Le fantôme de l'Élysée, écrite par Philippe de Sertine et qui met en scène l'actuel président français François Hollande, conversant avec Jacques Necker, ministre des Finances de Louis XVI et père de Germaine. On a profité du livre de Sertine, Le fantôme de l'Élysée, pour faire un hommage à Necker, parce que sans Jacques Necker, on n'aurait jamais eu Madame de Stel. La suite se déroulera en juillet. Le 12 à Paris, une pièce tentera de réconcilier Germaine de Stel et Napoléon. On y verra notamment Alain Carré et Brigitte Fosset, un texte qui sera redonné le 14 juillet à Coppet, cette fois-ci. Clou des festivités, un TGV partira le 13 juillet de Paris pour s'arrêter en gare de Coppet. Le trajet mettra en scène le retour de la dépouille de Germaine de Stel, morte à Paris et ensevelie au bord du lac Léman. Un train dans lequel de nombreux spectacles seront donnés. Mais un festival de théâtre à Coppet ne saurait être complet sans les interventions devenues traditionnelles de l'orateur Marc Bonan, habitué des procès historiques. Mais qu'est-ce qui pousse Marc Bonan à confronter les époques et se méfier ainsi du progrès? D'aucuns considèrent que le temps est une flèche. Et d'autres pensent que c'est un cycle. Alors ceux qui croient que c'est une flèche, ne doutent pas, sont des progressistes, mais dans le sens noble, pas dans le sens de gauchistes. Ils sont des progressistes. Ils pensent que la flèche est une flèche ascendante et que l'homme va, à pas, de manière parfois bousculée, vers quelque chose de mieux.
il s'achève en progression. D'autres pensent qu'il y a eu des âges d'or, que le temps reviendra. Et c'est la thèse nietzschéenne de l'éternel retour. L'histoire est un cycle. Vous en voulez davantage? Alors rendez-vous à Coppet dès le 4 avril. Les mémoires sont décevants, dit-on. Voilà pour ce sujet signé Rodolphe Henner avec la voix de Florian Cavalleri. On arrive au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Très bonne suite de programmes sur NRTV et à bientôt.